sur Utips Audio, donc dans ce deuxième podcast avec Fred, donc alias Brain pour ceux qui le connaissent sur Grenoble. Si vous avez manqué le premier podcast, vous pouvez découvrir un peu ton parcours. Fred, bonjour déjà. Bonjour Fabien. Tu nous as expliqué un peu ton parcours, comment tu es devenu ingénieur du son, un peu comment tu es arrivé à la musique, au son. Et on va commencer donc cette série de podcasts. Aujourd'hui, on va parler des séances de prise de son en studio avec les musiciens et des séances aussi en live. Ouais. Alors, on peut commencer par aborder le sujet de la séance en studio. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le sujet? Comment ça se passe en général? Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour des jeunes personnes qui veulent se lancer là-dedans? On parlait juste avant du fait que quand il y a beaucoup de musiciens, que ce soit en scène ou en studio, moi j'aborde les choses un peu de la même manière, mais je pense que moi le secret d'une bonne séance, c'est la préparation. C'est tout ce qu'on va faire avant en fait. Ouais. C'est-à-dire tout ce qu'on va anticiper, toutes les demandes du musicien, même les musiciens, quand il y a beaucoup de musiciens, il y a des fois des musiciens qu'on rencontre pour la première fois, qu'on ne connaît pas. Et il faut essayer de se mettre à leur place, de se dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir demander. Parce que tout le temps passé technique, quand on est sur un plateau pour préparer un live ou en studio pour préparer une séance d'enregistrement, tout le temps passé à faire de la technique, c'est du temps perdu à enregistrer. Donc c'est du temps stressant pour le musicien qui, lui, soit lui a payé directement, soit il y a une boîte de prod qui a payé, mais en tout cas c'est du temps passé à ne pas enregistrer ou à pas faire de la musique, donc c'est du temps perdu pour le musicien, ce qui est normal. Et c'est vrai que moi j'essaye d'anticiper le maximum de choses. Et donc par exemple, le placement des... Alors déjà, m'assurer que tout marche. Avant que le musicien arrive, c'est le truc un peu ultime, mais même sur un plateau, par exemple sur une résidence, pour préparer un concert... C'est vrai que ça paraît bête, mais bon... Ouais, ça paraît bête, mais c'est vrai que moi, mon luxe absolu, et ce que j'essaye d'imposer chaque fois, c'est d'avoir du temps avant que le musicien arrive. Soit dans le studio, soit sur un plateau. Ça veut dire, préparer tout le câblage, s'assurer que la diffusion marche. Et puis penser, par exemple, je vais donner un exemple, mais... tel batteur sur la fiche technique, moi ce que j'ai vu avant, le batteur a marqué qu'il avait que 2 tomes par exemple sur sa batterie. Moi je vais toujours prévoir s'il en a 3, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais très bien que le batteur peut arriver, tiens au fait j'ai 2 caisses claires, je te l'avais pas dit, etc. Donc faut pas que là je me dise à ce moment-là quand le musicien est là, zut il me manque un micro pour la 2e caisse claire, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je puisse réagir à ce genre d'éventualité. Donc moi je pense que le secret c'est ça. Après, c'est se connecter assez rapidement avec les gens. Ça veut dire faire en sorte que les gens soient à l'aise. Alors, ça passe par des choses de politesse, mais prendre le temps de dire bonjour à tous les gens, de se présenter, de assez vite cerner les personnalités de chacun, les gens un peu introvertis, t'as le musicien qui va beaucoup parler tout de suite parce que il va me parler de son son tout de suite, etc. Il va vouloir être rassuré, puis t'as l'autre qui va pas trop parler, qui va être un peu à t'observer, donc c'est assez vite un peu... oui, un côté psychologique un peu... et puis se faire un petit peu un plan d'attaque en fait. Comment on va gérer les choses, et puis d'écouter les conversations... direct, mais les conversations aussi indirectes, parce que c'est vrai que je me souviens, c'est Georges Massenbourg qui expliquait ça dans un truc où il disait qu'une fois il entendait une discussion entre le tromboniste et le trompettiste qui s'entendaient pas trop, mais il venait pas lui dire directement à lui, mais il avait surpris une petite conversation comme ça. Au lieu d'aller les voir en disant les gars ça va pas, il y a un problème, au lieu de faire ça, c'est juste se le mettre dans un coin de la tête, se dire ils s'entendent pas. Donc qu'est-ce que je peux faire moi, sans forcément leur dire, parce que je les connais pas trop, qu'on n'a pas trop le temps de discuter, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer leur écoute par exemple. Et D'accord. voilà, c'est d'essayer d'être un peu de partout en fait, d'avoir l'oreille qui traîne, de voir qui est à l'aise, qui est pas à l'aise, et surtout celui qui est pas à l'aise, d'aller tout de suite voir pourquoi, de comprendre pourquoi il est pas à l'aise, etc. De le rassurer quoi. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce truc qui est important, rassurer les gens, et puis d'obtenir leur confiance assez vite, quoi. Parce qu'effectivement, dans un temps record, il va falloir que les gens soient à l'aise, quoi, pour faire de la musique. Est-ce que tu as des petites anecdotes à raconter, des choses qui ont vraiment bien marché, des choses qui ont moins bien marché? Je pense notamment au niveau du placement des micros, par exemple, des erreurs que tu as pu faire, ou des choses vraiment à penser, quoi.
Sur les placements de micro, là, on va dissocier si c'est du live ou si c'est du studio. Ouais. Parce que le live, je trouve que par rapport à ça, moi j'ai l'impression dans le live d'être aujourd'hui avoir plus de conclusions, un peu arrêtées depuis un moment, qu'en studio. Je trouve qu'en live, recettes en live qui fonctionnent. Moi j'ai l'impression qu'en live, on peut beaucoup moins explorer de choses sur les placements de micros, sur le choix des micros. Moi aujourd'hui, c'est vrai que par exemple à la lecture d'une fiche technique d'un groupe, si je connais pas le groupe, je connais pas leur niveau, je connais pas leur musique, je regarde leur fiche technique, je peux assez vite dire c'est des gens qui connaissent ou pas, quoi. Quel est leur niveau, quel est le nombre de concerts qu'ils ont fait, parce qu'en fait il y a des choses qui marchent, d'autres non, et il y a des choses en live il y a moins de place à l'expérimentation, alors qu'en studio on innove tout le temps, et en studio, il y a des choses des fois qui peuvent me paraître improbables toujours aujourd'hui, sur des propositions que je vais avoir, sur des placements, sur des trucs, ou moi des choses que je vais expérimenter, puis en fait des choses qui sont hyper intéressantes, quoi, qui amènent autre chose. Donc je trouve quand même que la palette d'exploration est beaucoup plus large en studio qu'en live, quoi. En live, le matériel il est assez connu, il est établi. Est-ce que toi tu as aujourd'hui des recettes, des choix de micros que tu utilises vraiment tout le temps en live, quoi? Est-ce que tu travailles par exemple avec des rubans, des micros de ce type-là ou... Très rarement, en live, en studio énormément, par exemple. Mais en live, très honnêtement, sur les kits batterie, je suis conventionnel. Moi, j'adore le Beta 52 sur la grosse caisse. Ouais. Moi, avec ce micro, je peux faire un peu tous les styles de musique parce que je trouve qu'il se travaille bien. Et il y a une manière de le placer qui est, à mon avis, une manière qui marche un peu dans tous les cas. Le traditionnel SM57 sur la caisse claire aussi. Alors j'ai eu des périodes où j'ai essayé un peu tous les micros de la Terre pour le dessus de caisse claire, mais... Et t'es revenu au 57? Je suis revenu au 57, ouais. Parce que maintenant, en fait, si j'essaye même un autre micro que je vais trouver intéressant, qui va m'amener d'autres choses auxquelles je n'avais pas pensé, le 57 va me manquer. Parce que je pense que je l'ai tellement dans l'oreille et que 99% des concerts, une caisse claire, elle est sonorisée de cette manière-là. En studio aussi, c'est fou parce que c'est quand même un micro qu'on retrouve de partout, quoi. En studio, en concert, moi je me dis souvent que si j'avais qu'un 57 à disposition, je peux faire tout. Je peux faire un disque, je peux faire... si j'avais 20 57, je peux sonoriser n'importe quoi, je m'en sortirais toujours, quoi. Ouais. Ça reste quand même des choses... C'est comme un peu les Yamaha NS10 à l'époque qu'on voyait dans tous les studios, les fameuses enceintes avec le boomer, le woofer blanc là qu'on voyait de partout. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on peut tout faire en fait. On aura toujours nos repères dessus, etc. Je trouve les 57, 58, c'est un peu la même chose, quoi. C'est des choses qu'on a dans l'oreille, qu'on sait travailler, qu'on sait adapter à la situation et qui ont un comportement plutôt bon, quoi. Donc oui, moi en live, c'est mes micros de prédilection. Après, par exemple, tout ce qui est overhead et tout, ça va plus être quelque part, peu importe ce que je vais avoir. Moi, j'aime bien les 414 sur une batterie, mais j'avoue que si j'ai d'autres choses, ça me dérange pas. Et après, ça va plus dépendre de comment je les utilise, suivant le style de musique, quoi. C'est vrai qu'en live, si on est sur du jazz, ils vont avoir vraiment une importance pour le son de l'ensemble de la batterie, alors que si on est sur des esthétiques beaucoup plus serrées, le micro overhead va vraiment reprendre essentiellement les cymbales, quoi, et puis un petit peu d'image stéréo de la batterie, mais... Ouais, donc le placement est différent forcément. Ouais. Pareil, si on est en extérieur, si on est dans une salle, si on est dans un festival dehors, on va pas mettre les micros forcément de la même manière, mais... Après en live, les placements, j'ai pas des trucs très... Et en studio aujourd'hui, t'expérimentes encore beaucoup de choses, quoi. Ouais. T'es pas là à appliquer des recettes. Complètement. Je veux dire, par rapport à la prise de son, par exemple, de la batterie en studio, je peux varier complètement les trucs, d'un disque à l'autre. Autant tu mets 1, 2, 3 micros, autant il y en a plein. Exactement. Et autant je vais en mettre plein et au mixage je vais en utiliser 2, autant je vais en mettre 2, je vais regretter de ne pas en avoir mis plus, mais ça j'essaye de ne pas me faire avoir. D'accord. Maintenant, mais il y a des disques où j'ai enregistré la batterie avec qu'un seul micro. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Mono ? Ouais, tout à fait. Des rubans, par exemple. Un ruban bien placé devant un kit batterie. Et du coup, dans cet exemple-là, tu le places où, le ruban
C'est l'école un peu Motown. À l'époque, la Motown, on avait peu de micros à leur disposition. Ils mettaient un ruban à peu près, on va dire, entre la grosse caisse, la caisse claire, le charlet, quoi. Une espèce de... Voilà. Ça apportait quelque chose de... C'est-à-dire que les cymbales vont exister dedans, les tomes vont exister dedans, bien entendu, et l'équilibre grosse caisse, caisse claire, charlet, et y compris timbre de caisse claire, va être assez cohérent, en fait. D'accord. Par rapport à la musique actuelle, aujourd'hui, par rapport au son qui a évolué aussi, comme on l'écoute, etc., sur une prise de son de ce type-là, un peu quelle que soit la musique, il va nous manquer du grave. Il va nous manquer de la grosse caisse, clairement. C'est-à-dire, donc c'est vrai qu'en rajoutant simplement un micro dynamique en plus sur la grosse caisse, par exemple, avec juste ces deux micros-là, on arrive à avoir un son sympa même. On peut avoir un truc super bien. Et dans certains styles de musique, qui va être même mieux qu'une prise multi-microphone, quoi. Alors par exemple, ça en live, je ferai pas, quoi. Non, je vais pas m'amuser à mettre un ruban. Bon. Alors les rubans en live, j'ai utilisé pour des guitares avec certains esthétiques rock, et les M160, là j'aime bien sur les guitares. C'est assez perturbant, parce que c'est des micros qui sont très généreux en grave. Ils ont un bas médium qui est très ample, etc. Donc c'est un peu perturbant, mais j'aime bien. Après c'est fragile, donc c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais voilà. Et pour revenir à la gestion, donc ces séances de studio, de live, comment tu gères les moments de stress, par exemple au moment de l'enregistrement ou au moment de la scène où le musicien ne s'entend pas? Ouais. Y a des musiciens qui peuvent perdre un peu leur repère et leur capacité. Comment toi, tu arrives à gérer ça? Déjà, c'est très important de le gérer sur le moment, les problèmes, d'essayer de vite trouver des solutions. Que de toute façon, que ce soit en live ou en studio, on est toujours pris par le temps. Il y a toujours ce truc du temps. Donc, on peut rarement se dire, bon, bah là, ça va pas, on verra ça plus tard, etc. Et puis, le problème va Après, si tu mets la pression sur le musicien, ça marche pas non plus. Non, ça marche pas. Donc, moi, je pense qu'il faut rester calme. Il faut discuter avec les gens, il faut voir où est le problème, essayer de le résoudre. Parce que des fois, c'est un problème technique qui va stresser un musicien, par exemple. Ah oui. C'est un problème soit avec son instrument, soit avec comment il s'entend, soit c'est un problème personnel avec un autre musicien. Dans ce cas-là, il faut arriver à trouver le. Ouais. Donc c'est soit prendre le temps de boire un café, de faire une petite pause quand même, parce que c'est un moment important et peut-être qu'il faut prendre le temps justement en remettant un peu les choses à plat et puis trouver une solution en fait à ce qui fait que les gens sont pas à l'aise. Mais c'est une part importante du boulot, ouais. Je trouve que c'est même... c'est marrant parce qu'en live, notamment, en fait, quand on arrive sur une salle avec des musiciens, avec des équipes techniques, avec les gens du personnel de la salle, ça veut dire que les gens aussi qui vont nous faire à manger, etc., en fait, on ne se rend pas compte comme tout ça contribue à la qualité du spectacle qui va être proposé. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un bon musicien qui arrive que le concert va être super bien. Il y a plein de petits détails en fait qui font que le musicien va se sentir bien. Et nous, techniciens, on en fait partie de mettre à l'aise. Mais il y a les autres personnes aussi autour, quoi. Je veux dire, c'est les gens qui viennent dire bonjour. Enfin, il y a une espèce de climat en fait global qui est, je trouve, très important, quoi. Sur un festival, dans une salle de concert, et qui contribue énormément à la qualité de la prestation après. Hein. Et tu retrouves les mêmes choses, par exemple, si c'est une prise de son avec une seule personne en studio, comme sur scène, voilà, où il y a un rapport plus intimiste. Ouais, alors là, c'est effectivement différent parce que il y a un face à face un petit peu, quoi. Ouais. Il y a un face-à-face, mais oui, il y a toujours ce côté humain. La personne, il faut qu'elle se sente bien, en fait. Et il faut arriver, même si on ne la connaît pas trop, cette personne-là... Mais c'est rare que, quand même, je rentre en studio avec quelqu'un que je n'ai jamais vu avant. Hein. Ouais. Ça peut arriver, mais c'est rare. Si, ça m'arrive quand c'est un musicien qui est invité sur un disque. Par exemple, je travaille sur un disque avec plein d'invités, et aujourd'hui, un musicien qui vient de l'autre bout de la France ou du monde, qui vient enregistrer son instrument, et il y a une journée. Donc je ne le connais pas, et effectivement, il faut aller très vite sur... ses goûts, comment il veut qu'on enregistre son instrument, comment... Et là, comment tu gères alors c'est toujours un peu pareil, c'est prendre un petit temps humain avec la personne, à discuter, boire un café, échanger un petit peu, assez vite voir si c'est une personne qui est très stressée, qui ne l'est pas, ou qui a des envies très particulières tout de suite sur le son. Donc l'aspect qui ressort quand même le plus important, c'est de rassurer et de mettre un climat... Ouais. Un bon climat d'ambiance, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est sûr.
Je pense qu'on ne peut pas travailler sereinement si le climat est pas, s'il n'y a pas un climat de confiance et si tout le monde ne se sent pas à l'aise, quoi. Ça c'est sûr. Bah écoute Fred, merci pour ces petits conseils. Avec plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle thématique. À bientôt. À très bientôt.